Le jour où ma femme Carol est décédée, j'ai perdu la seule personne qui me comprenait vraiment. Lorsque j'ai appelé notre fils pour lui annoncer la nouvelle, sa réaction n'était pas celle d'un homme en deuil. Il s'agissait plutôt d'un désagrément. Il a préféré partir en vacances en Europe plutôt que d'assister aux funérailles de sa propre mère. Il est revenu quelques semaines plus tard, s'attendant à hériter d'une fortune. Ce qu'il ignorait, c'est que le dernier geste d'amour de Carol ne lui était pas destiné. C'était un piège parfaitement tendu, caché à la vue de tous dans son testament. Et c'était moi qui allais le déclencher. Avant de vous raconter comment un simple jardin est devenu la leçon ultime sur la cupidité, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous pensez que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas uniquement à l'argent. Le silence dans notre maison était palpable. Il avait du poids. Il m'écrasait depuis le plafond et s'élevait depuis le plancher. Je m'assis dans mon vieux fauteuil en cuir, celui dans lequel je m'asseyais depuis 40 ans, et portais le téléphone à mon oreille. Mon autre main reposait sur le tissu usé de son fauteuil, juste à côté du mien. Il était vide. L'empreinte où elle s'asseyait toujours était encore là, fantôme de sa présence dans le motif floral défraîchi. Je pouvais presque sentir sa chaleur, mais ce n'était qu'un souvenir. Le téléphone était froid contre ma peau. J'avais composé le numéro 3 fois avant que mon pouce n'appuie enfin sur le bouton d'appel. À présent, la sonnerie venue d'un autre monde me semblait être une intrusion, un bruit étranger dans le silence sacré de mon chagrin. Finalement, il a répondu. Kevin, ai-je dit, et ma propre voix m'était inconnue, comme un bruissement sec de feuilles. C'est ta mère. Elle est partie. La ligne est restée silencieuse pendant une seconde, mais ce n'était pas un silence respectueux. C'était le silence de quelqu'un qui essayait de localiser un son. Parti où? Papa, je suis pressé. J'entendais l'écho métallique d'un aéroport, la voix étouffée d'un annonceur indiquant les numéros de porte. Le vol de Jess est en cours d'embarquement. Elle est partie, Kevin, je le répétais, forçant les mots à sortir, les rendant clairs et nets. Elle est décédée. Hier soir. Son cœur. Une autre pause. Celle-ci fut plus longue. Je l'entendis soupirer, un son de pure exaspération, pas de tristesse. C'était le son qu'un homme fait lorsque son train est retardé. Allez, papa, ne sois pas si dramatique. Le médecin avait dit que cela pouvait arriver. Ce n'est pas une surprise. Sa voix était sèche, efficace. Écoute, je ne peux vraiment pas annuler ce voyage. Jess a besoin de moi pour cette tournée en Europe. C'est très important pour son image. Nous serons de retour dans quelques semaines. Nous pourrons alors tout régler, tels étaient ses mots. Comme si la vie de sa mère, notre vie ensemble, n'était qu'un bureau en désordre à ranger. Avant que je puisse trouver une réponse, avant que je puisse retrouver mon souffle, il a repris la parole. Je dois y aller, papa. On se parle plus tard. Et puis il a raccroché. La ligne était coupée. J'ai lentement éloigné le téléphone de mon oreille et l'ai posé sur la table à côté de moi. Le clic du plastique sur le bois était le son le plus fort que j'avais jamais entendu. Mon chagrin n'était plus seulement le mien, et c'était un fardeau qu'il avait refusé de m'aider à porter, un colis qu'il m'avait rendu comme s'il avait été adressé à la mauvaise personne. À ce moment-là, la perte de ma femme me semblait être une blessure, mais les mots de mon fils, c'était le sel. Je suis resté immobile pendant longtemps. Je suis resté assis là, la main posée sur sa chaise vide. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air, chacun d'eux étant un petit monde oublié. Cette maison, notre foyer depuis 4 décennies, avait toujours semblé vivante, remplie du son de son fredonnement dans la cuisine, du parfum des roses qu'elle cultivait, du bruissement discret des pages qu'elle tournait dans un livre. À présent, ce n'était plus qu'un ensemble de pièces, un musée d'une vie qui avait pris fin. Finalement, je me suis levé. Mes genoux me faisaient de mal. J'ai traversé cet espace silencieux, mes pas résonnant sur le parquet. Chaque objet était un souvenir, une histoire. Sur le rebord de la fenêtre, ses gants de jardinage étaient posés, paume vers le haut, conservant encore la forme de ses mains, avec un léger dépôt de terre sur le bout des doigts. Elle aimait ce jardin plus que tout. C'était son sanctuaire, sa toile. Son livre était posé à l'envers sur la table d'appoint, avec un marque-page à mi-chemin. Une histoire des aqueducs romains. Elle apprenait sans cesse, elle était toujours curieuse.
Elle disait souvent qu'un esprit qui cesse d'apprendre commence à mourir. J'ai passé mes doigts sur la couverture. Dans une conversation silencieuse avec la femme qui n'était plus là pour répondre, je me suis dirigé vers la cuisine. La cafetière était encore à moitié pleine depuis le matin. Notre matin, le dernier. Je ne savais pas que ce serait le dernier. On ne le sait jamais. Je me suis tenu devant l'évier et j'ai regardé son jardin, les roses, la lavande et le chêne robuste que nous avions planté à la naissance de Kevin. Les larmes ont coulé, mais elles n'étaient pas bruyantes ni saccadées. Elles étaient silencieuses, chaudes sur mon visage, un langage que seuls les solitaires comprennent. J'étais complètement et totalement seul. Et dans cette solitude écrasante, quelque chose d'autre a commencé à bouger. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était une résolution froide et dure. Une décision s'est formée, non pas dans mon esprit, mais dans mes os. Je ferais cela seul. Je m'occuperais des arrangements. J'honorerais sa mémoire comme il se doit, quoi qu'il en coûte. Mon fils avait fait son choix. Maintenant, je devais faire le mien. L'air dans le salon funéraire était chargé de l'odeur des lises et d'un chagrin poli. C'était un petit rassemblement, comme Carol l'aurait voulu. Quelques-uns de nos plus vieux amis, des voisins qui étaient devenus de la famille au fil des ans, le murmure discret de leur conversation étouffée, apportant un petit réconfort face au vide immense. Je me tenais près du bois poli de son cercueil, ma main posée sur sa surface, sentant la froideur et la dureté de sa finalité. J'ai remercié les gens d'être venus, leur ai serré la main et ai accepté leurs condoléances d'un signe de tête, car les mots me restaient coincés dans la gorge. Mais le silence dans la première rangée était le bruit le plus fort dans la pièce. L'espace réservé à la famille, à notre fils. Il restait vide. Les gens étaient trop gentils pour me fixer du regard, mais je pouvais sentir leur regard, ces regards doux et interrogateurs qu'ils essayaient de cacher. C'était une honte qui pesait lourdement sur mes épaules, une seconde forme de deuil. Mon plus vieil ami, George, est venu se placer à côté de moi. Il avait été mon témoin à mon mariage. Il a posé sa main lourde sur mon épaule. Son amitié n'avait pas besoin de beaucoup de mots, mais aujourd'hui, il devait poser la question. Il fit un léger signe de tête en direction du banc vide. « Où est-ce Kevin, Frank ?» demanda-t-il d'une voix basse et douce. Je ne pouvais pas le regarder. Je fixais simplement le bouquet de roses blanches sur le cercueil, les préférés de Carol. Je secouais la tête, d'un petit mouvement à peine perceptible. Ce simple geste renfermait tout un univers de déception et d'échec. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas dire « Il est en Europe, George, il a préféré un voyage d'affaires de sa mère. » Alors je n'ai rien dit. La honte était un langage privé et j'étais son seul locuteur. Plus tard, alors que les gens partaient, Mary, l'amie de Carol du club de lecture, m'a serré le bras. Ses yeux étaient tristes, pas seulement pour Carol, mais aussi pour moi. Elle s'inquiétait pour lui, tu sais, m'a-t-elle chuchoté, pour que je sois le seul à l'entendre. Elle a dit qu'il construisait sa maison sur des fondations d'apparence. Elle disait toujours qu'une bonne tempête suffirait à tout faire s'écrouler. Ces mots étaient censés être un réconfort, un secret partagé sur la nature de mon fils. Mais ils n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà. Carol avait tout vu. Elle avait compris la vérité sur notre fils bien avant que je ne sois prête à l'accepter. Ce soir-là, de retour dans le silence écrasant de la maison, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Pendant un instant de folie, j'ai pensé que c'était peut-être lui qui m'appelait pour s'excuser, pour partager mon chagrin. L'écran s'est allumé. Un message de Kevin. Il ne disait pas « Comment vas-tu » Il ne disait pas « Je pense à toi ». Il disait « Papa, désolé pour ça. L'Europe est un chaos de réunions. Occupe-toi des frais funéraires pour l'instant. Je m'occuperai de la succession plus tard. » J'ai lu le message 2 fois. Les mots étaient simples, pratiques. Et c'étaient les mots les plus cruels que j'avais jamais lus. Ce n'était pas un poignard dans le cœur. C'était une lente et froide pression d'acier. S'occuper de la succession. Il avait déjà transformé sa mère en une ligne budgétaire. Un problème financier à résoudre. Il avait inscrit son souvenir dans un grand livre, juste à côté du traiteur et des compositions florales. C'est alors que le chagrin, l'espace d'un instant, s'est transformé en quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, de plus dur. Les jours qui ont suivi ont été flous entre la paperasse et le silence.
Les cartes de condoléances ont cessé d'arriver. Les plats cuisinés dans le congélateur ont diminué. La maison a retrouvé son silence, mais c'était un silence différent. C'était l'attente. Je savais qu'il y avait des choses que je devais faire, des choses pratiques. Carol s'occupait de toutes nos finances, de tous nos projets. Son bureau était la seule pièce que j'avais évitée. C'était la pièce de la maison qui lui ressemblait le plus, remplie de ses livres, de ses piles de papier soigneusement rangées, du parfum discret de la lavande qu'elle gardait dans un petit vase sur son bureau. Finalement, je savais que je ne pouvais plus repousser l'échéance. J'ai ouvert la porte et la lumière de l'après-midi a envahi la pièce, illuminant son univers. Tout était rangé, organisé, à l'image de son esprit. Je me suis assis dans son fauteuil, me sentant petit et déplacé. Je ne savais pas par où commencer. Commencer à trahir la vie d'une personne ressemble à une trahison. Chaque dossier que je touchais, chaque livre que je déplaçais, me donnait l'impression d'avoir une conversation sans elle. Son bureau était un grand bureau en chaîne. Mon côté était presque vide, mais le sien témoignait de sa vie. J'ai commencé par le tiroir du haut. De vieux chéquiers, des stylos, de la papeterie, rien d'important. Puis je l'ai vu, niché au fond, un petit coffret en érable poli. Je l'avais vu sur son bureau pendant des années, mais je n'avais jamais pensé à demander ce qu'il contenait. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, posé sur un lit de velours défraîchi, il n'y avait pas de bijoux, mais un trousseau de vieilles clés lourdes. En laiton, avec des têtes complexes. Elles étaient destinées à des serrures que je ne reconnaissais pas. Sous les clés se trouvait un carnet relié en cuir. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas un journal intime rempli d'émotions. C'était un registre de sa vie financière secrète. De petits investissements dont je ne soupçonnais pas l'existence, des notes minutieuses sur les tendances du marché. Elle était brillante, et puis je l'ai vue, des pages consacrées à un seul achat effectué il y a 15 ans. Un terrain à West Creek. Les notes le décrivaient comme négligé et plein de potentiel. Je me souvenais vaguement qu'elle en avait parlé. Je l'avais considéré comme l'un de ses petits projets. Pour moi, cela ressemblait simplement à un bout de terre sans valeur près d'un ancien parc industriel. Au fond de la boîte, j'ai trouvé une enveloppe épaisse de couleur crème. Mon nom était écrit sur le devant, dans son élégante écriture. Sous mon nom, elle avait écrit une seule phrase. À n'ouvrir que lorsque tu auras vraiment besoin de savoir où se trouve notre jardin le plus important. Je tenais la lettre entre mes mains. Le papier était épais, important. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je ne pensais pas que c'était le bon moment. Mais en la tenant, j'ai senti un changement dans la pièce, un changement dans moi. Le poids écrasant du chagrin n'avait pas disparu, mais il avait changé. Maintenant, il avait une direction. Ma femme était une planificatrice. Elle voyait le monde avec lucidité, y compris celui de notre propre famille. Carol m'avait laissé plus que des souvenirs. Elle m'avait laissé une carte. Et je savais, avec une certitude profonde, que je devais la suivre. Les jours qui ont suivi les funérailles ont été marqués par une succession de formalités administratives et de silence. Les cartes de condoléances ont cessé d'arriver. Les plats préparés dans le congélateur ont diminué. La maison retrouva son silence, mais c'était un silence différent. C'était un silence d'attente. Je savais qu'il y avait des choses que je devais faire, des choses pratiques. Carol s'occupait de toutes nos finances, de tous nos projets. Son bureau était la seule pièce que j'avais évitée. C'était la pièce de la maison qui lui ressemblait le plus, remplie de ses livres, de ses piles de papier soigneusement rangées, du parfum discret de la lavande qu'elle gardait dans un petit vase sur son bureau. C'était le cœur de son univers, et je n'étais pas sûr d'être prêt à y faire face sans elle. Finalement, un jeudi après-midi tranquille, j'ai compris que je ne pouvais plus repousser l'échéance. J'ai ouvert la porte et la lumière de l'après-midi a envahi la pièce, illuminant son univers. Tout était rangé, organisé, à l'image de son esprit. Une fougère luxuriante trônait dans un coin de son bureau, ses feuilles d'un vert éclatant. Elle adorait s'occuper de ses plantes. Je me suis assis dans sa chaise, un siège en cuir usé qui portait encore la faible empreinte de sa présence. Je me sentais petit et déplacé là. Je ne savais pas par où commencer. Commencer à trier la vie d'une personne ressemble à une trahison. Chaque dossier que je touchais, chaque livre que je déplaçais, me donnait l'impression d'avoir une conversation sans elle. Son bureau était un grand bureau en chaîne. Mon côté était presque vide,
mais le sien témoignait de sa vie. J'ai commencé par le tiroir du haut. De vieux chéquiers, des stylos, de la papeterie, rien d'important. Mon regard s'est posé sur une petite boîte en érable poli qui se trouvait dans un coin de son bureau depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'était l'un de ces objets que l'on voit tous les jours sans jamais vraiment les regarder. J'avais toujours supposé qu'elle contenait de vieilles épingles ou des souvenirs. Je ne lui avais jamais demandé ce qu'il contenait. Je l'ai tiré vers moi. Le bois était lisse et frais sous mes doigts. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, posé sur un lit de velours défraîchi, il n'y avait pas de bijoux. La première chose que j'ai vue était un trousseau de vieilles clés lourdes. Elles étaient en laiton, avec des têtes complexes et démodées, attachées ensemble par un simple morceau de ficelle. Elles étaient destinées à des serrures que je ne reconnaissais pas. Il n'y avait aucune étiquette, aucun indice sur les portes qu'elles pouvaient ouvrir. Elles étaient une question silencieuse et lourde. Sous les clés se trouvait un carnet relié en cuir. Il était usé sur les bords à force d'avoir été utilisé. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas un journal intime rempli d'émotions. C'était un grand livre, un registre méticuleux de sa vie financière secrète. Il y avait de petits investissements dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, des notes minutieuses sur les tendances du marché, des coupures de journaux financiers. Elle était brillante. J'ai vu des entrées retraçant la croissance de notre fonds de retraite, des notes sur la diversification de nos actifs. Elle avait été l'architecte silencieuse de notre sécurité, et j'avais simplement profité de la maison qu'elle avait construite. Puis je l'ai vue. Plusieurs pages étaient consacrées à un seul achat effectué il y a 15 ans. Un terrain à West Creek. Je m'en souvenais maintenant vaguement. Elle était enthousiaste à ce sujet, parlant de l'avoir obtenu à un prix avantageux lors d'une vente aux enchères du comté. Je n'y avais pas prêté attention. Il se trouvait dans une partie oubliée du comté, près d'un ancien parc industriel désaffecté. J'avais pensé qu'il s'agissait simplement d'un de ces petits projets, d'un passe-temps. Mais ici, dans son registre, ce n'était pas un passe-temps. Il y avait des copies de l'acte de propriété, des reçus de taxes foncières payés chaque année sans faute et des notes manuscrites. Une note décrivait le terrain comme négligé et plein de potentiel. Une autre disait simplement « La patience est l'engrais le plus important ». Tout au fond de la boîte, sous le registre, j'ai trouvé une enveloppe épaisse de couleur crème. Mon nom était écrit sur le devant, dans son élégante écriture familière. Mon cœur s'est serré. Sous mon nom, elle avait écrit une seule phrase, une instruction minutieuse. N'ouvre cette lettre que lorsque tu auras vraiment besoin de savoir où se trouve notre jardin le plus important. J'ai tenu la lettre entre mes mains. Le papier était épais, important. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Notre jardin le plus important. Je pensais au parterre de roses à l'extérieur, au potager que nous cultivions chaque été. Mais je savais, instinctivement, qu'elle voulait dire tout autre chose. Je n'ouvris pas la lettre. Pas encore. Je ne pensais pas que c'était le bon moment. L'instruction était claire. Je n'avais pas vraiment besoin de savoir, pas encore. Mais en tenant cette enveloppe scellée, je sentis un changement dans la pièce, un changement dans moi. Le poids écrasant du chagrin n'avait pas disparu, mais il avait changé. Désormais, il avait une direction. Ma femme avait été une planificatrice. Elle avait vu le monde avec lucidité, y compris celui de notre propre famille. Carol m'avait laissé plus que des souvenirs. Elle m'avait laissé une carte, et je savais, avec une certitude profondément ancrée en moi, que je devais la suivre. 3 semaines jour pour jour après les funérailles, j'ai entendu le bruit d'un moteur de voiture qui n'avait pas sa place dans mon quartier tranquille. Ce n'était pas le doux ronronnement de la berline d'un voisin, mais le ronronnement grave et agressif d'un SUV allemand de luxe. J'ai regardé par la fenêtre du salon et je l'ai vu s'engager dans mon allée, sa peinture gris métallisée brillante au soleil. Kevin et Jessica étaient de retour. Je les ai regardés sortir de la voiture. Ils ne ressemblaient pas à des personnes revenant d'une période de deuil. On aurait dit qu'ils sortaient tout droit d'un magazine de voyage. Ils étaient tous les deux bronzés et portaient des lunettes de soleil coûteuses. Jessica avait un sac à main de créateur en bandoulière qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Kevin se déplaçait avec une énergie agitée et confiante, parlant déjà au téléphone avant même d'avoir fermé la portière de la voiture. Ils incarnaient la réussite et l'ambition, et ils semblaient complètement étrangers sur le béton fissuré de l'allée
que j'avais coulé de mes propres mains 40 ans auparavant. J'ai ouvert la porte avant qu'ils aient eu le temps de sonner. Jessica est entrée la première, laissant derrière elle un nuage de parfums coûteux, une odeur qui semblait envahir la maison, qui sentait encore légèrement le produit nettoyant au citron de Carol. Elle m'a donné une accolade rapide et légère, sa joue effleurant à peine la mienne. « Frank, mon cher, nous sommes vraiment désolés », a-t-elle dit d'une voix murmurée, pleine de compassion. « Cela a dû être horrible pour vous. » Ses yeux, cependant, ne me regardaient pas. Ils balayaient le salon, observant les meubles, les tableaux accrochés au mur, s'attardant sur un cadre photo en argent, comme si elle en calculait la valeur. Kevin suivit, terminant son appel téléphonique d'un « Je reviendrai là-dessus », séquinde et il me serra fermement dans ses bras. « C'est dur, papa. Je suis content d'être de retour pour t'aider à régler les choses. » Il a dit les mots qu'il fallait, mais son ton était celui d'un manager arrivant dans une succursale pour régler un problème. Il a posé sa maillette en cuir sur le sol, à côté du fauteuil vide de Carol, et sa vue, si froide et professionnelle dans son espace, m'a donné des frissons. Ils se sont assis sur le canapé en face de moi, un mélange d'ambition et d'impatience. Pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés dans la pièce silencieuse. Puis Jessica s'est penchée en avant, posant ses mains parfaitement manucurées sur ses genoux. Son expression était celle d'une profonde inquiétude, un masque qu'elle portait très bien. « Frank, a-t-elle repris, nous savons que c'est difficile, mais nous devons être pragmatiques maintenant. Pour votre bien, cette maison, c'est beaucoup trop pour une seule personne. L'entretien, les souvenirs, ce n'est pas sain de vivre seul dans un endroit aussi grand. » Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de la regarder, laissant le silence s'installer. J'ai vu son sourire compatissant commencer à se crisper. Kevin en a profité pour prendre la parole. Il s'est penché en avant, adoptant une posture professionnelle. « Elle a raison, papa. J'ai déjà parlé à un contact chez Sotheby's. Le marché immobilier est en pleine effervescence dans ce quartier en ce moment. Nous pourrions obtenir un prix incroyable pour cette maison. Nous avons repéré de magnifiques appartements neufs en centre-ville pour vous. Service complet, concierge, salle de sport, tout est pris en charge. Vous n'auriez rien à faire. Ce serait un nouveau départ. Je les ai écoutés, j'ai écouté leur discours bien rodé. Ils parlaient de ma vie comme s'il s'agissait d'un portefeuille d'actifs à gérer. Ils utilisaient des mots comme « liquider » lorsqu'ils parlaient de ma maison et « optimiser » lorsqu'ils parlaient des biens de Carol. Ils ont présenté un plan bien ordonné pour le reste de ma vie, une vie conçue par eux, pour leur convenance. Pas une seule fois ils ne m'ont demandé ce que je voulais. Pas une seule fois ils n'ont mentionné le nom de Carol avec une réelle chaleur. Ils n'ont pas parlé de son rire, ni de son amour pour les hippomées qui grimpaient sur le treillis à l'extérieur. Ils n'ont évoqué aucun souvenir. Ils ne voyaient que ce qu'elle avait laissé derrière elle. Ils voyaient des dollars là où je voyais une vie. J'ai regardé mon fils, la montre coûteuse à son poignet et son menton relevé avec assurance. C'était l'homme qui avait été trop occupé pour assister aux funérailles de sa mère, mais qui avait trouvé le temps de consulter un agent immobilier au sujet de sa maison avant même que son corps ne soit froid. La prise de conscience m'a envahi, non pas avec fracas, mais avec une finalité calme et solide. Ils n'étaient pas seulement irréfléchis, c'étaient des prédateurs. Et la mort de leur mère n'était qu'une occasion qu'ils attendaient depuis longtemps. Je gardais les mains posées sur les accoudoirs de ma chaise. Je gardais un visage impassible. Je les laissais parler, exposer leur vision cupide de mon avenir. Je les laissais révéler la vérité nue sur qui ils étaient. Et tandis que je les écoutais, le chagrin en moi ne diminua pas, mais fit place à autre chose. La résolution froide et dure que j'avais ressentie après les funérailles avait désormais un nom. C'était un devoir. Un devoir envers ma femme, envers la vie que nous avions construite, et envers la dernière leçon brillante qu'elle avait laissée à un fils qui avait désespérément besoin de l'apprendre. J'ai laissé le silence s'installer après que Kevin ait terminé sa proposition. Je les ai simplement regardés, mon regard calme passant de mon fils à sa femme. Ils ont commencé à s'agiter, mal à l'aise, leur sourire confiant vacillant. Ils s'attendaient à une dispute, ou peut-être à une acceptation reconnaissante. Ils ne savaient pas comment interpréter mon silence. Ils ne pouvaient pas savoir que dans mon esprit, je ne les écoutais plus. Je pensais à une boîte en bois, à un trousseau de vieilles clés et à une lettre scellée de ma femme. Leur projet était terminé. Le mien ne faisait que commencer.
Après leur départ, la maison semblait contaminée. Le ronronnement agressif de leur SUV s'estompait dans la rue, mais le parfum de Jessica flottait encore dans l'air, une douceur artificielle et écœurante qui n'avait pas sa place ici. Je suis resté longtemps dans le salon, à regarder l'endroit où la maillette de Kevin avait reposé sur le sol. C'était une insulte, une déclaration d'intention. Ils étaient venus chez nous non pas pour partager une perte, mais pour calculer un profit. C'était la dernière goutte, la dernière preuve dont j'avais besoin. Mes hésitations avaient disparu, consumées par le feu froid de leur cupidité. Je me suis dirigé directement vers le bureau de Carol. Le soleil de l'après-midi était plus bas maintenant, projetant de longues ombres à travers la pièce. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis rendu directement à son bureau, j'ai ouvert la boîte en érable et j'ai sorti l'enveloppe de couleur crème. Mon nom était inscrit sur le devant, écrit de sa main ferme et élégante. J'ai remarqué que mes mains étaient parfaitement immobiles. Le tremblement que je ressentais depuis des semaines avait disparu. J'ai glissé mon doigt sous le seau et l'ai brisé. Le bruit était celui d'une déchirure douce et définitive. J'ai déplié les pages épaisses à l'intérieur. Mon très cher Frank, avait-elle écrit, si tu lis ceci, voilà ici que je suis parti et j'en suis désolé. Je suis désolé pour le silence que j'ai laissé derrière moi et pour la douleur que tu dois ressentir. Sache que ma dernière pensée était pour toi, pour notre vie, pour la maison que nous avons construite non pas avec du bois et des clous, mais avec des rires et de la patience. Mais j'écris aussi cela parce que je te connais. Et je connais notre fils. Je l'aime, Frank. J'aimerais toujours le petit garçon qui collectionnait les cailloux et croyait à la magie. Mais je ne me fais aucune illusion sur l'homme qu'il est devenu. C'est un homme qui mesure le monde en mètres carrés et en dollars. Il voit la valeur, mais il ne comprend pas la valeur réelle. Je crains qu'après mon départ, il considère notre vie commune comme un actif à liquider. Il viendra chez nous non pas comme un fils en deuil, mais comme un homme d'affaires concluant une affaire. Je ne supporte pas l'idée qu'il efface notre histoire pour une commission. Je ne peux pas laisser mon héritage, notre héritage, devenir rien de plus qu'un chiffre sur son compte bancaire. J'ai donc élaboré un plan, un meilleur plan. Tu te souviens de ce petit terrain oublié que j'ai acheté à West Creek il y a toutes ces années? Tu pensais que j'étais idiote. Tu l'appelais mon coin de mauvaises herbes. Mais j'y voyais autre chose, Frank. J'y voyais du potentiel. Pendant des années, j'ai travaillé discrètement. Les documents ci-joints t'expliqueront tout, mais l'essentiel est là. J'ai préparé le terrain pour transformer ce terrain sans valeur et un jardin public, un espace communautaire. Le Carol Miller Memorial Garden, un endroit où les enfants peuvent jouer et où les couples âgés peuvent s'asseoir au soleil. Un endroit qui grandit. C'est ma volonté, Frank. Pas le document juridique que les avocats liront, mais mon véritable et dernier souhait. Notre fils recevra son héritage, mais il ne pourra pas l'encaisser. Il devra construire quelque chose de beau pour l'obtenir. Il devra créer, pas seulement consommer. J'ai tout mis en place. J'ai déjà rencontré les avocats, les urbanistes, une merveilleuse organisation à but non lucratif appelée City Blooms. Ils attendent tous. Tout ce dont ils ont besoin, c'est du signal final. De ta part. C'est un lourd fardeau à porter, mon amour. Mais je te fais confiance. Tu as toujours été l'ingénieur, celui qui savait construire des choses qui durent. Construis cela pour moi. Construis cela pour nous. Que ce soit notre jardin le plus important. Tout mon amour, pour toujours, Carol. J'ai lu la lettre 3 fois. Les pages tremblaient dans ma main, non pas à cause de ma faiblesse, mais à cause de la force de ses mots, de son incroyable clairvoyance, de son amour féroce et protecteur. Elle avait tout vu. Elle savait. Et elle n'avait pas désespéré. Elle avait planifié. Elle avait construit une forteresse autour de son héritage, une forteresse faite de documents juridiques et de partenariats à but non lucratif. Elle m'avait laissé les clés de la porte. La douleur dans ma poitrine était toujours là, une douleur profonde et résonnante. Mais maintenant, elle était entourée d'admiration. J'ai regardé son portrait accroché au mur, celui pris lors de notre 40e anniversaire. Elle souriait, d'un sourire complice et doux. Bien sûr, ai-je murmuré à la pièce vide. Bien sûr que tu l'as fait. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon plus beau costume. J'ai pris les vieilles clés en laiton dans la boîte en érable et j'ai pris la voiture pour me rendre à la First National Bank, dans le centre-ville.
Le silence du coffre-fort était absolu, un silence froid et métallique. L'employé de banque, un jeune homme à l'attitude polie et professionnelle, m'a conduit au coffre-fort numéro 734. J'ai glissé l'une des lourdes clés ornées dans la serrure. Elle a tourné avec un clic satisfaisant et solide. L'employé a utilisé sa propre clé et la petite porte métallique s'est ouverte. Il m'a laissé seul dans la petite pièce privée. Le coffre était lourd. Je la posai sur la table et soulevai le couvercle. C'était exactement comme elle l'avait promis. Il n'y avait ni bijoux, ni argent caché. C'était mieux. C'était des munitions. Il y avait l'acte notarié original de la propriété de West Creek. Il y avait les plans architecturaux d'un parc magnifiquement rendu, avec des allées, des bancs et une petite aire de jeu pour les enfants. Il y avait un épais dossier de correspondance avec l'organisation City Blooms. Et au fond, il y avait une série de contrats pré-signés par Carroll, des accords juridiquement contraignants avec une entreprise d'architecture paysagère et une entreprise de construction, détaillant l'ensemble du projet et son budget. Elle n'avait rien laissé au hasard. Je suis resté assis là pendant 1 heure, à tout lire, à m'imprégner de la pure génialité de son plan. Elle n'avait pas seulement laissé un souhait. Elle avait laissé un projet complet, prêt à être exécuté. Lorsque je suis sorti de la banque, je n'étais plus seulement Frank Miller, un veuf en deuil. J'étais l'exécuteur testamentaire du Carroll Miller Memorial Garden. Je suis rentré chez moi et j'ai passé 2 coups de fil. Le premier était à M. Davis, notre avocat de famille. Sa voix était pleine de sympathie lorsqu'il a répondu, mais mon ton était différent désormais. Monsieur Davis, ici Frank Miller, et je dis d'une voix calme et claire. Je dois fixer une date pour la lecture officielle du testament de ma femme. J'ai quelques documents supplémentaires provenant de son coffre-fort qui doivent être présentés à ce moment-là. Il a été surpris par ma franchise, mais il a accepté. Nous avons fixé la réunion à vendredi à 10 heures. Le deuxième appel était pour Kevin. Il a répondu à la deuxième sonnerie d'une voix impatiente. Papa? Qu'y a-t-il? J'ai gardé une voix neutre, voire un peu fatiguée. Kevin, j'ai réfléchi à ce que toi et Jessica avez dit. Vous avez raison. Nous devons gérer cela correctement. J'ai parlé à M. Davis. Nous allons procéder à la lecture officielle du testament vendredi dans son bureau. À 10 heures. Sois là. Je pouvais presque entendre le sourire triomphant dans sa voix. Bien sûr, papa, c'est une excellente idée, très efficace. Nous serons là. Il pensait que j'avais capitulé. Il pensait que le vieil homme avait enfin entendu raison et était prêt à remettre les clés du royaume. Il ne se doutait pas que je lui remettais simplement les clés d'une cage que Carol avait elle-même conçue. Je raccrochai le téléphone et regardai à nouveau sa photo. Une promesse silencieuse passa entre nous. Le décor était planté. Le cabinet d'avocats Davis, Albright et Finch se trouvait au 40e étage d'une tour de verre et d'acier du centre-ville. Le genre d'endroit où le silence coûte cher. Les tapis étaient si épais qu'ils étouffaient le bruit de mes pas. Les murs en acajou poli reflétaient une version déformée de la silhouette de la ville à l'extérieur des fenêtres panoramiques. C'était le monde de Kevin, un monde construit sur les heures facturables et les déjeuners d'affaires. Je me sentais comme un visiteur venu d'une autre planète, dans mon simple costume gris foncé, celui que je portais au mariage et aux funérailles depuis 20 ans. Il était propre et repassé, mais c'était une relique d'une autre époque, d'un autre système de valeurs. Je n'étais pas intimidé, j'étais simplement observateur. On me conduisit dans une grande salle de conférence. Monsieur Davis, un homme d'une 60aine d'années à l'attitude calme et professionnelle, se leva pour m'accueillir. Il me serra la main, le visage impassible. Frank, merci d'être venu. Je m'assis à la longue table polie, dos à la fenêtre, et attendis. Kevin et Jessica arrivèrent à 10 heures pile. Ils ne rentrèrent pas simplement dans la pièce, ils firent une entrée remarquée. Kevin portait un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon ancienne mensualité hypothécaire. Jessica portait une robe élégante de couleur crème. Ses bijoux étaient simples, mais manifestement coûteux. Ils se déplaçaient avec une aisance et une assurance naturelle, parfaitement à l'aise dans cet environnement empreint d'une puissance tranquille. Kevin a salué M. Davis non pas comme un avocat de famille, mais comme un associé, d'une poignée de main ferme et d'un sourire confiant. Jessica m'a salué d'un signe de tête poli, telle une reine saluant un roturier.
Ils ont pris place de l'autre côté de la table, posant leur téléphone face vers le bas d'un geste synchronisé et professionnel. Ils formaient une équipe, et ils étaient là pour conclure l'affaire. Monsieur Davis s'est éclairci la gorge et a mis une paire de lunettes de lecture. Il s'est assis en bout de table, posant devant lui un épais document relié en cuir. « Très bien, dit-il, sa voix remplissant la pièce silencieuse. Nous sommes ici aujourd'hui pour la lecture officielle du testament de Carol Ann Miller. » Il nous regarda tour à tour. Conformément à ses instructions, je vais lire le document dans son intégralité. Kevin se cala dans sa chaise, croisant les jambes. Il adressa à Jessica un petit sourire confiant. Il était prêt pour le grand moment. Il croyait savoir exactement comment cela allait se passer. Monsieur Davis ouvrit le document. La première partie était rédigée dans un langage juridique standard, avec une liste de noms et des affirmations de bonne santé mentale. Il passa ensuite au legs des faits personnels. Il commença. « À ma chère amie Mary Evans, je lègue ma collection de romans en édition originale. J'espère qu'ils lui apporteront autant de joie à la lecture qu'ils m'en ont apporté à les collectionner. » Je vis Kevin tapoter du doigt le bois poli de la table. Un rythme lent et impatient. Monsieur Davis poursuivit. « À notre ami et voisin de toujours, George Henderson, je lègue mes précieux rosiers de la partie haie du jardin en lui demandant de les transplanter dans son propre jardin afin qu'il puisse continuer à s'épanouir. » Kevin laissa échapper un soupir doux, à peine audible. Il jeta un coup d'œil à sa montre, un morceau d'acier poli à son poignet. « À la bibliothèque publique de Fairfield, une institution qui m'a apporté une immense joie tout au long de ma vie, je fais donc de la somme de 5 000 $, qui sera utilisée pour l'acquisition de nouveaux livres pour le département d'histoire. » Jessica s'est agitée sur son siège. Elle a échangé un regard rapide et significatif avec son mari. Le message était clair. Tout cela est très charmant, mais pouvons-nous passer à la partie qui compte vraiment? La partie avec les gros chiffres. Je suis restée assise là, les mains posées sur mes genoux. J'observais mon fils. Je voyais l'impatience qui émanait de lui. Il n'avait pas de temps à consacrer à ses gestes sentimentaux, à ces petits morceaux de la vie de sa mère qui étaient donnés. Pour lui, tout cela n'était que futilité, le prélude ennuyeux avant le clou du spectacle. Il considérait ses livres, ses roses, son amour de l'histoire comme des futilités. Il ne comprenait pas que ces petites choses constituaient l'essence même de sa personnalité. Il attendait le véritable héritage, celui qui pouvait être mesuré et vendu. Il a vérifié son téléphone sous la table. J'ai ressenti une profonde tristesse, mais c'était une tristesse claire et vive, pas une tristesse confuse. Je le voyais exactement comme sa mère l'avait vu. Et je savais, avec une certitude absolue, que ce qui allait se passer n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de correction. Une dernière leçon d'un professeur qui avait aimé son élève, même lorsqu'il refusait d'apprendre. Monsieur Davis tourna une page. Le bruissement du papier épais sembla résonner dans la pièce. Il en avait terminé avec les legs mineurs. Le temps des sentiments était révolu. Monsieur Davis fit une pause, but d'une gorgée d'eau dans un verre posé sur la table, puis prit la dernière partie, la plus importante, du testament. Son bureau était si silencieux que je pouvais entendre le léger cliquetis du stylo dans la main de Kevin lorsqu'il cessa enfin de le tapoter. L'air dans la pièce était chargé d'anticipation. Jessica était assise parfaitement immobile, le dos droit, l'image même de l'attente sereine. Ils se penchaient en avant, prêts à recevoir leur prix. « Maintenant, dit M. Davis d'une voix calme et formelle, nous en arrivons à la disposition des principaux actifs et biens immobiliers de la succession Miller. » Il commença à lire. « Moi, Carol Ann Miller, étant saine d'esprit et de corps, lègue par la présente l'intégralité de ma succession restante à mon seul héritier survivant, mon fils, Kevin Michael Miller. » Il fit une pause regardant par-dessus ses lunettes. « Cela comprend, sans s'y limiter, la résidence familiale située au 45 Orchard Lane, toutes les actions, obligations et titres détenus à mon nom, ainsi que le contenu de tous les comptes d'épargne et comptes courants. » C'était fait. Les mots restèrent suspendus dans l'air, simples et directs. Je regardais un sourire lent et triomphant se dessiner sur le visage de Kevin. Il passa une main sous la table et je vis ses doigts s'entrelacer avec ceux de Jessica. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de victoire. C'était une célébration partagée et silencieuse. Ils avaient gagné. Ils avaient surmonté les moments ennuyeux et maintenant, le royaume leur appartenait.
Je pouvais déjà voir les calculs se faire derrière leurs yeux, les chiffres tourner, les plans pour vendre la maison se concrétiser. Je restais parfaitement immobile, les observant, les laissant profiter de leur moment. Dans une grande pièce de théâtre, il doit y avoir un moment où le méchant croit avoir complètement réussi. Monsieur Davis s'éclaircit à nouveau la gorge. Le son rompit leur silence triomphant. Le sourire de Kevin ne disparut pas, mais il se figea. Cependant, dit Monsieur Davis, et ce seul mot changea l'atmosphère de la pièce. Ce legs est soumis à une seule condition contraignante, un codicille irrévocable et essentiel à l'exécution de ce testament. Kevin serra la main de Jessica. Son sourire avait disparu, remplacé par une lueur de confusion. Une condition? Demanda-t-il d'une voix un peu aiguë. Quel genre de condition? Monsieur Davis ignora l'interruption et continua à lire le testament, d'une voix calme et implacable. Cet héritage est accordé à la condition expresse que l'unique héritier, Kevin Michael Miller, supervise et assure l'exécution complète et intégrale de mon dernier projet, la création et la construction du Carol Miller Memorial Garden. Il laissa les mots faire leur effet. Je vis Kevin et Jessica échanger un regard perplexe. Un jardin commémoratif? Cela semblait être une demande insignifiante et sentimentale. M. Davis poursuivit. Ce jardin doit être construit sur la propriété appartenant au domaine, situé au lot 4B, dans le quartier de West Creek. Kevin faillit éclater de rire. West Creek, ce bout de terre sans valeur? C'est ça la condition? Construire des parterres de fleurs? Il fit un geste de la main pour signifier son mépris. Très bien, peu importe. Nous engagerons un paysagiste. C'est réglé. Je restais silencieux. L'hameçon était lancé. Venait maintenant la ligne. Le testament est très précis quant à l'exécution du projet, dit M. Davis, les yeux toujours fixés sur la page. Tous les coûts liés à la planification, au développement et à la construction du jardin commémoratif Carol Miller, tels que détaillés dans les documents de planification associés, seront prélevés directement et exclusivement sur les liquidités du domaine. Cela inclut toutes les liquidités et la vente de toutes les actions et titres. Jessica pâlit. Kevin perdit son assurance. Il se pencha en avant, les mains à plat sur la table. Quel document associé? Quel coût? C'était le moment pour moi de voir le génie de ma femme se révéler. M. Davis se pencha à côté de sa chaise et souleva un épais classeur de 10 cm d'épaisseur qu'il posa au centre de la table. Le bruit qu'il fit, un bruit sourd et lourd, sembla faire trembler toute la pièce. Sur le dos du classeur, une simple étiquette indiquait « Plan du projet CMMG ». Voici les documents, dit calmement M. Davis. Il tapota le classeur. À l'intérieur, vous trouverez les plans architecturaux complets, tous les permis municipaux nécessaires que Mme Miller a obtenus au cours des 5 dernières années, ainsi que les contrats juridiquement contraignants, pré-signés par votre mère, avec le cabinet d'architecture paysagère Greenleaf et l'organisation à but non lucratif City Blooms, qui agira en tant que consultant pour le projet. Il fit une pause, les laissant regarder le classeur comme s'il s'agissait d'une bombe. Quant au coût, dit-il en se tournant vers la dernière page du testament, le budget du projet est fixé contractuellement. Le coût total légalement obligatoire pour la réalisation du Carol Miller Memorial Garden est de 1 500 000 $. Silence, un silence absolu, stupéfait. Jessica avait la bouche légèrement ouverte. Kevin fixait le classeur, puis l'avocat, puis moi. Son visage était un masque d'incrédulité et d'horreur naissante. « 1 500 000 $? Balbutia-t-il. Les mots s'échappèrent comme un souffle. C'est presque tout. C'est tout. Tout l'argent, tout le portefeuille d'investissement. C'est exact, dit M. Davis. Non, dit Kevin en secouant la tête, la voix montant. Non, nous allons contester cela. Elle n'était pas saine d'esprit. C'est ridicule. M. Davis leva la main. Je vous déconseille de le faire, Kevin. Le testament est irréfutable. Il a été examiné par 3 experts juridiques distincts. Votre mère était en parfaite santé mentale lorsqu'elle a rédigé ce codicille il y a 2 ans, et nous avons les évaluations psychiatriques pour le prouver. Il se pencha légèrement en avant. Et il y a une dernière clause. Il relut la page une dernière fois. Si mon héritier, Kevin Michael Miller, refuse d'accepter cette condition ou ne mène pas à bien le projet de bonne foi,
l'héritage sera considéré comme perdu. Dans ce cas, l'intégralité de la succession, y compris la résidence familiale, sera immédiatement et intégralement transférée à l'organisation City Blooms, qui sera alors légalement habilitée à liquider tous les actifs comme elle le juge approprié afin de financer elle-même l'achèvement du jardin commémoratif. Le piège était tendu. Son génie était à couper le souffle. Il ne pouvait pas toucher à l'argent, car celui-ci avait déjà été dépensé. Il se retrouvait avec une maison sur laquelle il devait payer des impôts et l'obligation légale de dépenser tout son héritage en espèces pour construire un monument à la mère qu'il avait ignoré. S'il acceptait, il obtenait la maison, mais il serait financièrement lié à son héritage. S'il refusait, il n'obtiendrait absolument rien. Pas un centime. Pas une seule brique de la maison où il avait grandi. Il était pris au piège. J'ai regardé mon fils. L'homme d'affaires confiant et arrogant avait disparu. À sa place se trouvait un homme pâle et en sueur, fixant un classeur rempli des plans de sa mère. Il était venu ici pour réclamer son prix. Au lieu de cela, Carol lui avait tendu une pelle. Les semaines qui ont suivi la lecture du testament ont été calmes. Kevin et Jessica n'ont pas appelé. Il n'y eut ni messages vocaux furieux, ni appels désespérés. Ils ne pouvaient rien faire. Le document juridique que ma femme avait rédigé était une cage parfaite, et ils y étaient piégés. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient accepté l'héritage car l'alternative, ne rien obtenir du tout, leur était inconcevable. Ils devinrent ainsi les mécènes involontaires du Carol Miller Memorial Garden. 3 mois plus tard, je me rendis en voiture à la propriété de West Creek. Le changement était stupéfiant. Le champ de mauvaises herbes dont je me souvenais avait disparu. À sa place se trouvait un paysage plein de possibilités. Des bulldozers avaient creusé de légères pentes dans la terre. Des tranchées pour les tuyaux d'irrigation sillonnaient le sol sombre comme des veines. Une équipe d'ouvriers posait les fondations en pierre d'un petit pavillon. C'était un lieu bruyant et plein d'énergie, le bruit de la création. Je portais un casque de chantier, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Cela me faisait du bien. En tant qu'ingénieur civil à la retraite, c'était un langage que je comprenais. Je me tenais aux côtés du chef de chantier, regardant les plans, les mêmes que ceux que j'avais vus pour la première fois dans le coffre-fort. Les lignes sur le papier devenaient réalité. Et puis je l'ai vu. Debout près du bord de la propriété, à côté de son SUV rutilant, se tenait Kevin. Il était au téléphone, faisant les 100 pas. Il portait un costume coûteux, mais qui semblait ridicule ici. Il y avait une trace de boue sur ses chaussures italiennes cirées. Il était légalement tenu de se rendre sur le chantier une fois par semaine. C'était sa prison. Il avait l'air fatigué et en colère, un homme complètement hors de son élément, entouré du travail honnête de la construction d'un projet auquel il ne voulait pas participer. Son héritage n'était pas la maison qu'il possédait désormais, mais où il se rendait rarement. C'était cela. Ce champ de terre et de sueur, il devait regarder, semaine après semaine, sa manne financière se transformer en quelque chose de magnifique pour des étrangers. Il avait l'actif, la maison, mais il avait perdu ce dont il rêvait vraiment. L'argent facile. Il ne m'a jamais regardé. Je n'avais pas besoin qu'il le fasse. La leçon était donnée, qu'il soit prêt à l'apprendre ou non. 6 mois plus tard, les bruits de construction avaient été remplacés par le bruissement des nouvelles feuilles. Je suis venu au parc par un après-midi clair et ensoleillé. La transformation était terminée. De jeunes arbres bordaient les nouveaux sentiers. L'aire de jeu était remplie des rires des enfants. Un couple de personnes âgées était assis sur un banc, partageant un journal au soleil. L'air sentait le paillis frais et les fleurs épanouies. C'était encore plus beau que ce que les plants avaient promis. C'était vivant. J'ai emprunté un chemin pavé de pierres grises et j'ai trouvé le banc que je cherchais. Il était niché dans un coin tranquille, à l'ombre d'un jeune chêne, avec vue sur un parterre de roses blanches, les préférés de Carol. Sur une petite plaque en laiton, on pouvait lire l'inscription suivante. Frank and Carol Miller, pour toujours. Je me suis assis, le soleil réchauffant mon visage. J'ai repensé à la colère sur le visage de mon fils dans le bureau de l'avocat et à l'amertume que j'avais vue chez lui sur le chantier. Je ne ressentais aucune satisfaction. Je ne ressentais aucune colère. Je ressentais seulement un profond sentiment de paix. Carol n'avait pas laissé de piège à notre fils. Un piège est destiné à détruire. C'était une leçon. Elle ne lui avait pas laissé d'argent parce qu'elle savait qu'il n'en comprenait pas le véritable objectif. L'argent est comme l'eau.
Vous pouvez le laisser stagner dans une piscine ou vous pouvez l'utiliser pour arroser un jardin. Kevin n'a toujours voulu que la piscine. Carol a donc choisi d'arroser le jardin pour lui. Il ne comprendra probablement jamais. Il continuera à voir le monde en mètres carrés et en dollars. Mais cela n'a plus d'importance. Parce que cet endroit, ce jardin, comprend. Les enfants qui rient sur les balançoires comprennent. Le vieux couple qui lit son journal comprend. Un héritage n'est pas ce que vous laissez à votre famille. Parfois, c'est ce que vous laissez au monde, malgré votre famille. Ce n'est pas un monument à la richesse, mais un témoignage de valeur. Et la valeur se mesure à l'ombre qu'un arbre procure, au rire d'un enfant, au moment de paix et de tranquillité qu'il offre à un étranger. J'ai passé ma main sur le laiton froid de la plaque, sur son nom à côté du mien. En fin de compte, ma femme n'était pas vraiment décédée. Elle avait simplement trouvé une autre façon de grandir. Et tout autour de moi, dans le bruissement des feuilles et le parfum des fleurs, elle s'épanouissait. 6 mois plus tard, les bruits de la construction avaient été remplacés par le bruissement des nouvelles feuilles et les rires lointains des enfants. Je suis venu au parc par un après-midi clair et ensoleillé. La transformation était complète. De jeunes arbres bordaient les nouveaux sentiers, leurs branches tendues vers le soleil. L'air de jeu était rempli de familles. Un couple âgé était assis sur un banc, partageant un journal. L'air sentait le paillis frais et les fleurs épanouies. C'était encore plus beau que ce que les plants avaient laissé entrevoir. C'était vivant. J'ai emprunté un sentier pavé de pierres grises et j'ai trouvé le banc que je cherchais. Il était niché dans un coin tranquille, à l'ombre d'un jeune chêne, donnant sur un parterre de roses blanches, les préférées de Carol. Sur une petite plaque en laiton, on pouvait lire l'inscription suivante. Frank and Carol Miller, pour toujours. Je me suis assis, le soleil réchauffant mon visage. J'ai repensé à la colère sur le visage de mon fils dans le bureau de l'avocat et à l'amertume que j'avais vue chez lui sur le chantier. Je ne ressentais ni triomphe ni colère. Je ressentais seulement un profond sentiment de paix. Il n'avait pas besoin d'entendre un mot de plus de ma part. Les actions de Carol avaient dit tout ce qu'il y avait à dire. Carol n'a pas laissé d'argent à notre fils. Elle lui a laissé un choix. Le choix entre la valeur d'un billet d'1 dollar et la valeur d'une simple feuille. Elle savait qu'il ne comprendrait jamais la différence. Il choisirait toujours le papier. Mais ce jardin comprend. Les gens qui viennent ici, ceux qui cherchent un moment de calme dans leur journée bien remplie, ils comprendront. Un héritage n'est pas ce que vous laissez à votre famille. Parfois, c'est ce que vous laissez au monde malgré votre famille. Ce n'est pas un monument à la richesse, mais un témoignage de valeur. Et la valeur se mesure à l'ombre qu'un arbre procure, au rire d'un enfant, au moment de paix et de calme qu'il offre à un étranger. Je passais ma main sur le laiton froid de la plaque, sur son nom à côté du mien. Dans le calme de cet endroit, je pouvais entendre sa voix plus clairement que jamais. Elle n'était pas vraiment partie. Elle avait simplement trouvé une autre façon de grandir. Et tout autour de moi, dans le bruissement des feuilles et le parfum des fleurs, elle s'épanouissait. Je souris, un vrai sourire, et sentis la chaleur du soleil sur mon visage. L'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Cette histoire révèle que le plus grand héritage n'est pas l'argent, mais une leçon sur ce qui compte vraiment. Elle enseigne que l'héritage se construit à partir d'un but et d'amour, et pas seulement d'actifs. En choisissant de créer quelque chose de beau pour la communauté, un homme discret va enseigner à son fils Cupide une leçon puissante sur la valeur plutôt que la richesse. Selon vous, quel est l'héritage le plus important qu'une personne puisse laisser derrière elle? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires ci-dessous.